Maïssa avait ce genre de lumière qu'on ne pouvait pas ignorer. Pas seulement parce qu'elle était belle, mais parce que cette lumière venait de l'intérieur, comme un feu doux qui ne s'éteint jamais. Un éclat dans ses yeux noirs, pétillant de malice et de curiosité, un sourire spontané qui illuminait son visage à chaque instant, une joie de vivre contagieuse qui enveloppait tout autour d'elle comme une douce brise fraîche lors d'un après-midi trop chaud. À l'école, on parlait d'elle avec une affection presque paternelle. Même les professeurs, parfois sévères, perdaient un peu de leur rigueur face à cet élève modèle. Maïssa? C'est une étoile filante, un rayon de soleil, disait souvent Madame Cady, sa professeure de français, en observant ses cahiers impeccables, ses dissertations bourrées d'idées lumineuses et ses commentaires toujours justes. Les camarades, eux, se pressaient pour travailler avec elle, pour sentir ce souffle d'intelligence naturelle et de gentillesse sincère. Elle n'était pas seulement brillante, elle était profondément humaine, sociable, toujours prête à tendre la main ou à écouter. Chez elle, dans la petite maison en briques rouges du quartier populaire de Zambilla, l'atmosphère était un mélange subtil d'amour et de rigueur. Le père de Maïssa, Moussa, était un homme droit, au regard fier mais doux. Il travaillait comme agent de sécurité dans une grande entreprise, et malgré ses longues journées, il ne ratait jamais un moment pour encourager sa fille. Sa mère, Aminata, femme discrète mais forte, tenait la maison avec une patience infinie. Elle était couturière, réparant les habits du voisinage, transformant de vieux tissus en petits trésors. Leur revenu modeste était compensé par une fierté intacte et un amour sans faille. « Ma fille sera médecin », répétait Moussa à qui voulait l'entendre, le regard illuminé d'espoir. « Ou avocate. »« Ou ingénieur », rajoutait Aminata en souriant, comme pour ne pas laisser l'ombre d'un doute planer. Ces mots étaient leur hymne, leur promesse à elle-même, à Maïssa, à la vie. Dans ce foyer simple mais chaleureux, on partageait les repas avec des sourires et des projets. Le soir, les rires de Maïssa, ses histoires d'école et ses rêves emplissaient la petite cour de la maison. Même les voisins, lorsqu'ils croisaient la jeune fille dans la ruelle, murmuraient avec admiration, « Celle-là, elle ira loin. » Mais tout cela, c'était avant. Avant que les murs de la maison ne deviennent sourds à sa voix. Avant que les éclats de rire ne se fassent rares, avant que les repas ne soient plus que des silences gênés. Avant que ses cahiers ne se remplissent de zéros et de ratures, comme si ses mains tremblaient quand elle écrivait. Avant que Maïssa elle-même ne se perde, sans que personne ne comprenne vraiment quand ni pourquoi. C'est arrivé comme un orage d'été. Brusque. Imprévisible. Comme si la lumière s'était brutalement éteinte, laissant place à une obscurité glaciale. Un matin, Maïssa s'est levée avec des cernes violacées sous ses yeux, son regard était flou, absent. Aminata a d'abord cru à un rhume, ou à une nuit trop courte. Elle lui a préparé une tisane, lui a demandé de rester au chaud. Mais les jours suivants, la lueur avait disparu. À l'école, Maïssa ne répondait plus aux questions. Elle perdait le fil de ses pensées. Ses mains, qui autrefois dansaient sur les cahiers, hésitaient à tracer les lettres. Elle faisait des fautes grossières, là où autrefois elle maniait la langue comme une poétesse. En une semaine, elle ne comprenait plus ses cours. En 2 semaines, elle refusait d'y aller. En un mois, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les parents échangèrent des regards lourds, désespérés. Moussa serrait les poings, impotent. Aminata, la gorge nouée, murmurait dans ses prières nocturnes, implorant un miracle, un signe, une réponse. Le silence s'était abattu dans la maison. Maïssa ne parlait plus, ne riait plus. Elle était là, mais ailleurs, loin, dans un monde que personne ne pouvait voir, ni atteindre. Et ce qui semblait être une simple éclipse allait bientôt révéler un abîme bien plus profond. Les jours, puis les semaines, puis les mois s'étiraient comme un fil trop tendu, prêt à céder. Maïssa avançait à pas lents, maladroit, comme si chaque mouvement demandait un effort titanesque. Le temps semblait se jouer d'elle, la ramenant sans cesse vers cette nuit obscure où elle avait perdu son éclat. À l'école, les regards avaient changé. Ce n'était plus la fille brillante qu'on enviait, mais une élève en difficulté, perdue dans ses livres, cherchant ses mots, tâtonnant dans un brouillard d'oubli. Ses camarades étaient partis devant, vers des chemins plus clairs, tandis qu'elle restait là, sur le bord, tentant de recoller les morceaux de sa mémoire brisée. À la maison, l'ambiance s'était chargée de silence et de retenue. Moussa continuait à travailler dur, sans jamais vraiment oser parler du mal qui rongeait leur fille. Aminata, elle, veillait sur Maïssa comme une gardienne de flammes vacillantes, parfois prise d'un désespoir muet qu'elle dissimulait derrière ses gestes quotidiens. Un soir,
alors que la maison baignait dans la douceur ambrée des lampes à huile, Aminata entra dans la chambre de Maïssa. La jeune fille était assise sur son lit, un vieux manuel ouvert sur les genoux, mais ses yeux étaient fermés, ses mains immobiles. « Maïssa » murmura Aminata, s'approchant doucement. La jeune fille ouvrit les paupières, le regard vide. « Tu veux quelque chose ?» Un souffle, à peine. « Maman, je n'y arrive plus. Je suis fatiguée. » Aminata sentit son cœur se serrer. Elle prit la main de sa fille, froide et tremblante. Elle s'assit à ses côtés et regarda par la fenêtre la nuit qui s'étendait, silencieuse et profonde. Ce fut cette nuit-là que la puce lui vint à l'oreille. Aminata se rappela une vieille chanson que sa propre mère chantait quand elle était enfant, une prière de force et d'espoir. Un besoin urgent naquit en elle, comme un appel désespéré. Chaque soir, après avoir préparé les repas et aidé Maïssa à faire quelques exercices, elle s'agenouillait dans le petit coin de prière au salon, allumait une bougie et murmurait. Ô Dieu des montagnes et des rivières, toi qui es la lumière dans l'obscurité. Guide ma fille sur le chemin de la vie. Donne-lui la force de se relever. Et que ton souffle renouvelle son esprit. Elle ne disait rien à Moussa, mais dans son cœur, cette prière grandissait, devenait plus forte, plus urgente, chaque jour un peu plus. Le chemin fut long, pénible. Maïssa titubait encore, reculait parfois, mais ne s'arrêtait pas complètement. Elle refusait de baisser les bras, parce que, quelque part dans son esprit brouillé, un écho lointain lui soufflait qu'elle pouvait encore briller. Les années passèrent, les cahiers se remplirent à nouveau, lentement, maladroitement, mais avec une volonté farouche. Elle recommença à poser des questions, à sourire timidement, à retrouver des fragments de son ancienne lumière. Enfin, le jour vint où, après tant d'efforts et de larmes, Maïssa reçut son diplôme. Ce jour-là, dans la cour de l'école, elle portait sa robe simple, son visage marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'une fierté nouvelle. Sa famille était là, silencieuse, émue, pleine d'espoir. Aminata regarda sa fille, et ses prières, longues et tenaces, semblèrent avoir trouvé une réponse. Elle sut que le combat n'était pas fini, mais que la lumière de Maïssa, bien que fragile, était revenue. Le jour de la remise du diplôme, la joie éclata dans la maison comme un feu d'artifice après une longue nuit d'orage. Moussa serrait Maïssa dans ses bras, les yeux embués de larmes. Aminata, elle, ne quittait pas sa fille du regard, un sourire immense illuminant son visage fatigué. « Tu as réussi, Maïssa. Tu as enfin réussi, » murmurait Moussa, sa voix tremblante d'émotion. Pour célébrer ce triomphe sur la douleur, sur les doutes, sur la longue nuit, les parents décidèrent de préparer un plat spécial, un plat de fête, un plat qui symboliserait la victoire et l'amour, du garba au poisson, le plat préféré de leur fille. Le lendemain matin, Aminata enfila son pagne et prit son panier pour aller au marché de Zambila. Les étals débordaient de couleurs, d'odeurs, de cris joyeux des marchands. Elle avançait d'un pas décidé, portant dans son cœur l'image de Maïssa, ce rayon de lumière revenu, qu'elle voulait honorer. Arrivée chez son voisin, Amadou, le pêcheur, elle le salua avec chaleur. « Bonjour Amadou. Je viens pour un poisson frais, le plus gros que tu aies. » Amadou sourit, essuyant ses mains rugueuses sur son tablier. « Aminata, tu tombes bien. J'ai justement un gros poisson, mais il est cher, tu sais. J'ai aussi des petits, moins chers, si tu préfères. » Mais Aminata secoua la tête, les yeux brillants de détermination. « Non, je veux le gros. C'est pour Maïssa, tu comprends. C'est un jour spécial. Je veux le meilleur pour elle. » Les négociations commencèrent, vives et joyeuses, comme un rituel ancien. Amadou essayait de faire baisser le prix, lui rappelant la valeur des petits poissons, plus économiques. Aminata, elle, refusait de céder, insistait sur l'importance de ce moment. Finalement, après de longues minutes, elle repartit avec le dernier gros poisson de la journée, son panier bien rempli, le cœur léger. Aminata rentra chez elle, le panier bien chargé, le gros poisson soigneusement enveloppé dans des feuilles de bananier pour le garder frais. Le soleil déclinait doucement à l'horizon, baignant le quartier de Zambila d'une lumière dorée, presque magique. Elle marchait lentement, heureuse, le poids du poisson dans ses mains lui rappelant la valeur de ce qu'elle tenait, non seulement un repas, mais un symbole d'espoir et d'amour. Chaque pas la rapprochait un peu plus du moment où toute la famille pourrait se retrouver, partager la victoire de Maïssa. En entrant, elle fut accueillie par Moussa qui, déjà, avait préparé le feu de bois dans la petite cuisine extérieure, sous le grand manguier.
Le crépitement du feu était une douce musique, promettant un festin. Voilà ce que j'ai rapporté, dit Aminata en posant délicatement le panier sur la table. Ce poisson est magnifique, sourit Moussa en le caressant du regard. Tu as bien négocié. Elle sourit, un peu fatiguée, mais fière. C'est le dernier gros qu'Amadou avait. Je voulais que Maïssa ait le meilleur. Elle le mérite. Aminata commença la préparation avec soin. Elle prit le gros poisson qu'elle avait acheté, le posa sur une planche en bois et sortit un grand couteau. D'un geste précis, elle commença à le couper pour le nettoyer, ses doigts expérimentés effaçant les traces de la mer. Mais soudain, en ouvrant la cavité du poisson, son regard se figea. Là, niché parmi les entrailles, un objet métallique brillait faiblement sous la lumière tamisée de la cuisine. Aminata fronça les sourcils et tendit la main pour en sortir un petit cadenas fermé, avec une clé attachée dessus par un anneau fin. « Moussa, viens voir ça. » appela-t-elle, intriguée. Son mari accourut, intrigué par le ton de sa voix. Elle lui tendit le cadenas et la clé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il en examinant l'objet. Sans hésiter, il prit la clé et l'inséra dans la serrure. Un petit clic retentit, et le cadenas s'ouvrit. Mais à l'intérieur, rien. Juste un vide, rien d'autre. Il fronça les sourcils, puis éclata de rire. C'est bizarre, mais je ne vois rien à l'intérieur. Peut-être un vieux jouet ou une sorte de porte-bonheur. Il passa un coup d'eau sur le cadenas et la clé, les essuya doucement, puis les posa sur la table. On les gardera, au cas où. Aminata hocha la tête, encore un peu pensive, puis retourna à la cuisine pour finir la préparation du garba. Le parfum des épices emplit bientôt la maison, enveloppant chacun dans une douce anticipation. Quand tout fut prêt, ils dressèrent la table dehors, sous le manguier. Maïssa, fatiguée mais souriante, s'assit entre ses parents. Moussa prit la parole, les yeux brillants d'émotion. « Ma fille, nous sommes tellement fiers de toi. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, tu as tenu bon. Tu as réussi. » Aminata ajouta, la voix tremblante de joie. « Tu es notre fierté, Maïssa. Ce que tu as accompli montre la force qui est en toi. » À leur grande surprise, Maïssa semblait différente. Elle parlait avec plus d'entrain, sa voix retrouvait cette clarté joyeuse d'autrefois. Elle partageait même ses projets avec enthousiasme. « Je pense que je vais continuer, vous savez. J'aimerais entamer des études de médecine. Pour de vrai cette fois. » Ses parents s'échangèrent un regard étonné, presque incrédule. « C'est comme si tu avais retrouvé la lumière que tu avais perdue, » dit Aminata en souriant. « Oui, » répondit Maïssa, la joie dans ses yeux, comme une promesse renouvelée. Ils mirent ce changement sur le compte de l'émotion et de la fierté d'avoir franchi ensemble cette étape. Un nouveau chapitre semblait s'ouvrir, empreint d'espoir et de rêves retrouvés. Quelques heures plus tard, alors que la maison baignait encore dans la douce lumière du crépuscule, le téléphone de Moussa sonna brusquement, brisant le calme retrouvé. Il décrocha, une voix inquiète à l'autre bout du fil. « Monsieur Moussa ? Ici Yacouba, du marché. Je vous appelle pour vous prévenir, la boutique de votre sœur a pris feu cet après-midi. C'était un incendie violent, on a tout fait pour sauver ce qui pouvait l'être, mais elle est très abîmée. » Moussa sentit son cœur se serrer. « Oui, je sais. Elle est au marché, n'est-ce pas? » « Oui, mais ce n'est pas tout, monsieur. Votre sœur a voulu venir voir la situation, mais en chemin, elle a eu un grave accident. Elle est aux urgences de l'hôpital régional. Les médecins disent que son état est sérieux. »« Où est-elle exactement ?» demanda Moussa, la voix tremblante. « Elle vous réclame, monsieur Moussa. Elle veut que vous veniez au plus vite. » Sans perdre une seconde, Moussa remercia Yacouba, posa le combiné, le regard chargé d'inquiétude. Aminata, qui avait entendu l'appel, s'approcha en silence. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, anxieuse. « C'est ta tante, elle a eu un accident. Elle est à l'hôpital. » Un silence lourd s'installa, comme une ombre passant sur leur joie toute récente. Maïssa sentit son sourire s'effacer, ses pensées tourbillonnant. La famille se prépara rapidement, se préparant à affronter cette nouvelle épreuve, ensemble. La famille monta rapidement dans la vieille voiture de Moussa, le cœur lourd et les mains serrées sur le volant. Aminata guida Maïssa qui tenait la main de son père, tandis que les minutes s'étiraient comme des heures sur la route vers l'hôpital régional. À leur arrivée,
les lumières froides du bâtiment tranchèrent avec la chaleur du crépuscule. Ils entrèrent dans le hall, où une ambiance clinique et chargée d'inquiétude flottait dans l'air. Le réceptionniste, un jeune homme aux traits fatigués, les accueillit d'un regard grave. « Bonjour, que puis-je pour vous ?» demanda-t-il, professionnel. « C'est notre sœur, notre tante », expliqua Moussa d'une voix tremblante. « On nous a dit qu'elle est en réanimation. On voudrait la voir. » Le jeune homme baissa la tête, visiblement gêné. « Je suis désolé, monsieur, mais la réanimation est une zone strictement réservée au personnel médical. La patiente est dans un état critique. Les visites ne sont pas autorisées. » Un silence pesant suivit sa réponse. Aminata sentit une boule monter dans sa gorge. « S'il vous plaît, » insista Moussa, « elle réclame notre présence. C'est important pour elle. » Le réceptionniste hésita, jetant un coup d'œil vers les couloirs derrière lui. « Je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit, mais je vais avertir l'infirmière de service. » Quelques minutes plus tard, une femme en blouse blanche apparut, le visage marqué par la fatigue. Elle écouta rapidement la demande, puis se tourna vers eux avec douceur. « Je comprends votre inquiétude. L'état de votre sœur est effectivement très grave. La réanimation est un environnement délicat, mais je peux vous permettre une visite très courte, à condition que vous respectiez les consignes strictes d'hygiène et de silence. » Les yeux de Moussa s'illuminèrent d'un espoir fragile. « Merci, madame, » dit-il avec gratitude. Elle leur donna des masques et des surblouses, expliquant les gestes à suivre. Alors qu'il s'apprêtait à entrer, Maïssa, le regard déterminé, serra la main de sa mère. « Je veux être là pour elle. » La famille pénétra dans cette pièce aseptisée, où la fragilité de la vie semblait suspendue entre machine et silence. Dès qu'elle aperçut sa famille entrer dans la chambre de réanimation, la tante éclata en sanglots. Son corps frêle, relié à des tuyaux et allongé dans le lit d'hôpital, semblait s'être effondré sous le poids d'un lourd fardeau. « Pardonnez-moi, je vous en supplie » chuchota-t-elle d'une voix rauque, étranglée par les larmes. Aminata s'approcha d'elle, bouleversée, et posa une main douce sur son bras. « Calme-toi, c'est l'émotion, on comprend, l'accident, le choc, tu vas t'en sortir, on est là maintenant. » Moussa, debout à ses côtés, hochait la tête, ému mais encore rationnel. « Tu n'as pas à t'excuser, c'est un accident, ce n'est la faute de personne. » Mais la tante secoua faiblement la tête. « Non, ce n'est pas l'accident, je parle d'avant, de Maïssa, de tout ce que je vous ai pris. » Elle tourna lentement les yeux vers la jeune fille, qui se tenait à l'écart, confuse. Maïssa fronça les sourcils, surprise, cherchant dans les yeux de sa tante une explication. « C'est moi, » dit-elle dans un souffle brisé. « C'est moi qui ai détruit Maïssa. C'est moi la cause de ces années de souffrance. » Aminata et Moussa échangèrent un regard incrédule. Maïssa, figée, ouvrit à peine la bouche, comme pour parler, mais aucun son n'en sortit. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Moussa, le visage tendu, les bras croisés comme pour se protéger d'une vérité qu'il refusait de croire. La tante reprit difficilement, les larmes roulant sur ses joues, sa voix brisée par les remords. « Je n'arrivais plus à supporter votre bonheur. Vous formiez une famille unie, votre maison respirait la joie, ta fille. Maïssa, elle brillait trop fort. Elle était belle, souriante, intelligente, et moi, j'étais seul. L'homme que j'aimais m'avait abandonné avec une fille qui n'avait rien de ce que la tienne possédait. Je regardais votre vie et je brûlais de l'intérieur. » Moussa s'avança, un peu perdu, les poings serrés, le regard noir. Elle hocha la tête lentement. « J'ai été voir un marabout. Un homme qui m'a promis que tout ce que votre fille avait, il pouvait le détourner pour ma propre fille. Son intelligence. Sa lumière. Ses chances. Il m'a donné un cadenas. Il m'a dit, ferme-le avec cette clé, et jette-le là où personne ne pourra le trouver. Tant que le cadenas reste fermé, sa vie sera comme verrouillée, et toi, tu prospéreras. » Maïssa, les jambes flageolantes, se laissa tomber sur un siège. Ses yeux étaient vides, comme si elle regardait à travers le mur. « J'ai fait ce qu'il m'a dit, j'ai jeté le cadenas dans la mer, un matin, au lever du jour. Peu de temps après, ma boutique a commencé à marcher. L'argent entrait. Tout s'ouvrait pour moi, pendant que votre fille, elle se refermait, se perdait. » Aminata, tremblante, porta les mains à sa bouche, comme pour étouffer un cri. « Mon Dieu ! Il m'avait prévenu, » reprit la tante,
la voix de plus en plus faible. Il m'a dit, si ce cadenas est un jour ouvert, elle retrouvera tout ce que tu lui as pris. Mais toi, tu perdras tout. Même ta vie. Elle ferma les yeux un instant, comme pour puiser dans ses dernières forces. Aujourd'hui, quand ma boutique a pris feu, j'ai tout de suite senti que c'était ça. Mon cœur s'est serré. Et quand j'ai appris l'accident, j'ai compris. Quelque chose s'est passé. Je ne sais pas comment, je ne comprends pas, je l'avais jeté dans la mer. Moussa et Aminata se regardèrent, bouleversés. Le cadenas. Le poisson. Le gros poisson qu'Aminata avait tant insisté pour acheter, contre toute logique, comme si une force invisible l'y poussait. Ce cadenas qu'elle avait trouvé dans les entrailles du poisson, avec la clé toujours dessus. Ce cadenas que Moussa avait ouvert, sans comprendre, et qu'ils avaient simplement lavé et mis de côté. Ils tournèrent lentement la tête vers Maïssa. Et là, ils comprirent. Son regard n'avait plus rien de flou. Elle tenait sa tête droite. Elle respirait avec légèreté, comme si une chaîne invisible venait d'être brisée. La tante sanglotait maintenant, perdue dans le remords. Je ne mérite pas votre pardon. J'ai volé des années à votre fille. Je l'ai condamnée sans raison. Je voulais que la mienne réussisse, mais à quel prix? Aujourd'hui, j'ai tout perdu, même mon âme. Un silence pesant tomba dans la pièce. Le bruit des machines semblait soudain lointain, comme étouffé par la révélation. Puis Aminata s'approcha du lit, les yeux embués de larmes, mais la voix ferme. Tu as fait une chose horrible, mais Dieu a permis que tout soit mis en lumière. Ce qui a été volé a été rendu. Tu vas répondre de tes actes, mais nous allons prier pour que ton âme ne soit pas perdue. Pour que le cœur de Maïssa guérisse. Et qu'elle vive, enfin. Ils sortirent de la salle sans dire un mot de plus. Le cœur lourd, le regard fuyant, le pas lent. Dans leur dos, les sanglots étouffés de la tante résonnaient comme un lointain écho de culpabilité. Elle restait là, seule, recroquevillée sur ce lit d'hôpital, noyée dans les larmes, tandis que s'éloignaient, portant avec eux un poids qu'ils ne savaient pas encore nommer, celui du pardon à accorder, celui du mal à digérer. Les jours passèrent. Les semaines aussi. Avec beaucoup de difficultés, et un corps affaibli, la tante finit par se rétablir. Lentement. À chaque pas, la douleur des blessures physiques se mêlait à celle, bien plus profonde, des regrets. Elle ne sortit pas de l'hôpital triomphante. Non. Elle en sortit courbée, l'âme vacillante, mais consciente d'avoir été épargnée. Elle savait qu'elle aurait dû mourir. Elle l'avait ressenti, dans chaque frisson de fièvre, dans chaque battement de cœur vacillant sous les machines. Et pourtant, elle avait vécu. Dieu l'avait laissée vivre. Alors, un matin, sans bruit, elle se leva et prit une décision, elle confierait sa vie à Dieu. Chaque dimanche désormais, elle allait à l'église, main dans la main avec sa fille. Elle s'asseyait toujours au même endroit, vers le fond, humble, silencieuse. Pendant les prières, elle pleurait souvent, pas bruyamment, mais de cette façon qui tord la gorge et libère l'âme. Sa fille la regardait parfois du coin de l'œil, sans toujours comprendre, mais sentait que quelque chose en elle changeait. Un jour, alors que la messe venait de se terminer, elle n'en pouvait plus. Le poids sur sa poitrine devenait insupportable. Elle attendit que tout le monde soit parti, puis s'approcha lentement du prêtre, un homme âgé, au regard doux mais pénétrant. « Mon père, j'aimerais me confesser. » Le prêtre l'écouta avec une patience infinie. Dans le silence du confessionnal, elle raconta tout. Chaque détail. Chaque noirceur. Chaque pas vers l'ombre qu'elle avait osé faire. Elle n'omit rien. Ni le marabout, ni le cadenas, ni la mer. Ni la douleur qu'elle avait semée. Ni l'innocence qu'elle avait volée. Lorsque le silence retomba, long, presque douloureux, le prêtre inspira profondément. « Ce que tu as fait est grave, ma fille. Très grave. Tu as usé des forces des ténèbres pour détruire une vie. Tu as volé la lumière d'un enfant, pour la donner à un autre. Ce n'est pas seulement une offense à ta famille. C'est une offense à Dieu lui-même. » Elle se mit à pleurer, le cœur à nu, tremblante. « Je ne veux plus vivre comme ça. Je veux réparer. Je veux que Dieu me pardonne. » Le prêtre, d'une voix posée, presque bienveillante, poursuivit. « Tu as entamé le chemin. Et c'est pour cela que tu vis encore. Tu aurais dû mourir, tu le sais.
Mais en confessant la vérité à ton frère et à sa femme, en leur rendant leur fille par la vérité, tu as ouvert une brèche pour la grâce. C'est cela qui t'a sauvé. Il lui expliqua ensuite le processus du pardon, la pénitence, la prière, la réparation du mal fait autant que possible. Il lui demanda d'assister régulièrement à la messe, de s'engager dans la charité, de prier pour la jeune fille qu'elle avait blessée, et de ne plus jamais chercher à obtenir par l'occultisme ce que seule la vie devait donner. Elle accepta. Tout. Sans condition. Ce jour-là, elle sortit de l'église différente. Ce n'était pas une conversion spectaculaire. C'était un frémissement profond, discret mais solide. Le début d'une reconstruction lente, douloureuse, mais sincère. Elle entama une nouvelle vie. Elle ne cherchait plus à briller. Elle ne cherchait plus à comparer. Elle vendait de simples fruits sur un petit étal, loin du marché principal. Mais son cœur, lui, était en paix. Elle priait matin et soir. Elle jeûnait souvent. Et sa fille aussi changea. Plus calme. Plus douce. Plus encline à l'écoute. Dieu lui accorda sa grâce. Non pas parce qu'elle l'avait mérité. Mais parce qu'elle avait reconnu, avoué, demandé. Et que dans la lumière de l'aveu, la miséricorde avait pu s'infiltrer. Et quelque part, dans une maison voisine, Maïssa, rayonnante, poursuivait ses études de médecine, le cœur ouvert à l'avenir. Maïssa reprit sa vie avec une ardeur nouvelle. Ce n'était plus seulement une délivrance invisible, c'était un véritable souffle d'espérance qui animait désormais ses pas. Elle se levait tôt, révisait avec concentration, parlait avec douceur, riait à nouveau. Une lumière douce semblait l'entourer, et chaque mot qu'elle prononçait portait une force tranquille, comme si elle avait repris possession d'un trône qu'on lui avait subtilisé depuis des années. Elle s'était inscrite à la faculté de médecine de la grande ville voisine. Loin de la maison, mais pas trop loin du cœur de ses parents. Chaque soir, elle appelait sa mère. Elle parlait longuement. De cours, de patients, de rêves. Sa mère l'écoutait, le cœur gonflé de fierté, mais aussi de discrète culpabilité de n'avoir rien vu, toutes ces années. Puis elle se rappelait ce poisson, ce cadenas, cette scène surréelle dans la cuisine. Et dans un souffle, elle murmurait à Dieu sa reconnaissance. Maïssa excellait dans ses études. Avec une aisance presque surnaturelle. Elle comprenait vite, retenait tout, expliquait avec simplicité. Ses professeurs la repéraient. Elle était souvent la dernière à quitter la salle de dissection, la première à lever la main lors des cas cliniques. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était une soif de rattraper le temps. De vivre, enfin. Un jour, alors qu'elle était en stage dans un hôpital, un patient fut admis. Une femme, au regard connu. Amaigrie. Fatiguée. Elle portait un foulard blanc et tenait la main de sa fille. C'était sa tante. Maïssa resta figée. Un court instant, le passé, la douleur, les années volées, tout se bouscula dans sa tête. Mais elle se reprit. Le cœur calme, elle s'avança, doucement. « Bonjour tata », dit-elle d'une voix douce. La femme leva les yeux vers elle, et ses larmes montèrent aussitôt. Elle n'osa pas parler. Maïssa prit un mouchoir et le lui tendit. « Je suis interne ici. Je vais m'occuper de toi, ne t'inquiète pas. » La tante voulut protester. Mais Maïssa l'interrompit d'un regard. « C'est moi, maintenant, qui soigne. C'est Dieu qui a permis ça. Et c'est à Dieu que je remets ton âme. » Elle s'occupa d'elle avec délicatesse. Chaque geste était empreint de pardon silencieux. Elle ne chercha pas à comprendre plus, ni à remuer la boue du passé. Elle pensait les blessures physiques, et, sans le dire, les blessures de l'âme aussi. Le jour de sa sortie de l'hôpital, la tante lui prit la main, les larmes aux yeux. « Tu es une lumière, Maïssa. Et je suis celle qui a voulu l'éteindre. Pardonne-moi. » Maïssa la regarda longuement, puis hocha doucement la tête. « J'ai déjà pardonné, tata. Le mal ne gagne pas quand on choisit de vivre en vérité. » Quelques années plus tard, Maïssa devint médecin. Elle ouvrit une petite clinique dans leur quartier, où elle consultait gratuitement un jour sur deux. Son père, désormais vieilli mais fier, s'asseyait souvent devant la porte et saluait les patients avec fierté. Un matin, elle reçut un appel de la fac, elle avait été sélectionnée pour un programme d'échange international, aux États-Unis, pour une spécialisation en neurologie. Elle raccrocha, les mains tremblantes,
puis sortit en courant dans la cour familiale. « Maman? Papa? Vous êtes là ?» Ils sortirent, inquiets. « J'ai été prise pour la spécialisation à l'étranger. » Ils n'eurent pas le temps de répondre. Elle les serra fort tous les deux, puis fondit en larmes. Tout ça, tout, malgré les chaînes invisibles. Regardez où Dieu m'a mené. Il pleurait aussi. Pas seulement de joie. Mais parce qu'il se rappelait. Le poisson. Le cadenas. Le feu. L'accident. La vérité. Le pardon. Et maintenant, la renaissance. Quant à sa tante, elle continuait sa vie, humblement. Elle ne vendait plus. Elle priait, servait à l'église, aidait les plus pauvres. Elle ne cherchait plus à rattraper qui que ce soit. Elle vivait avec un cœur réparé, conscient que le pardon qu'on lui avait offert était un luxe immérité, mais pleinement reçu. Parfois, elle passait devant la clinique de Maïssa, posait discrètement un sac de fruits frais sur le banc. Puis repartait, sans rien dire. Et Maïssa, lorsqu'elle découvrait ces sacs, souriait doucement. Parce qu'elle savait. Et parce qu'elle avait compris que même les cœurs les plus sombres peuvent retrouver la lumière, lorsqu'ils choisissent de dire la vérité, et d'embrasser la grâce. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Si vous aviez été à la place de Maïssa, face à une telle trahison familiale, auriez-vous pardonné? Auriez-vous eu la force de soigner celle qui a failli détruire votre vie? Dites-moi en commentaire, comment vous auriez réagi. Et surtout, j'aimerais savoir, depuis quel pays vous suivez mes histoires? Vos messages me touchent énormément, et je suis toujours ému de voir jusqu'où mes récits voyagent. Alors laissez un petit mot, un drapeau, une réaction, je vous lis tous avec gratitude. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de liker, partager, et surtout vous abonner pour ne rien rater des prochaines. À très vite pour une nouvelle histoire forte en émotions.